Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue à ce café historique qui est organisé en partenariat avec le Prieuré Saint-Côme et le département d'Indre-et-Loire, toujours avec le soutien de la région Centre-Val de Loire. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir Hommes et femmes de pouvoir à la Renaissance. Donc c'est Cédric Michon, professeur d'histoire moderne à l'université de Rennes 2, qui vous propose cette conférence, donc auteur de cet ouvrage, donc Hommes et femmes de pouvoir à la Renaissance. Donc, il va vous proposer une plongée au cœur du XVIe siècle et la découverte de différents portraits d'hommes et femmes de pouvoir, de rois, de reines, de ministres puissants, et qui vont vous faire revivre donc, les grandes heures de la Renaissance. Donc tout de suite, la parole est à Cédric Michon. Eh bien, bonjour à tous. Je remercie le Prieuré Saint-Côme pour son invitation en compagnie des Rendez-vous de l'Histoire de Blois et des Cafés Histoire, donc François Barré, de m'avoir invité à venir parler de mon dernier ouvrage, Dans la cour des lions, hommes et femmes de pouvoir dans la Renaissance. Donc, je vais essayer de concentrer en une grosse demi-heure, un petit 3/4 d'heure, les principaux enseignements, enfin ce qui m'a paru intéressant d'aborder dans cet ouvrage. Première remarque sur les lions dont il est question dans cet ouvrage. En fait, il y a deux catégories. Il y a à la fois, je dirais, les 4 principaux lions qui sont les 4 principaux princes des grandes puissances occidentales à cette époque, même si l'ouvrage, plus qu'à ces 4 hommes, est consacré avant toute chose aux femmes qui entouraient ces quatre princes. L'idée est que le jeu politique, que ce soit à la Renaissance ou aujourd'hui, est sans doute un des jeux les plus violents auxquels on peut être amené à jouer. Et donc il s'agit de voir et d'essayer de comprendre la manière dont ces différents princes s'entouraient, comment ils choisissaient leurs principaux conseillers, comment ils gouvernaient avec eux. Donc quelques mots pour commencer sur ces 4 princes. Le premier qui arrive sur le trône en 1509, c'est en Angleterre, c'est Henri VIII. Le second qui lui succède quelques années plus tard sur le trône de France, enfin qui arrive quelques années après lui, c'est François Ier en 1515. Et ensuite Charles Quint. Alors Charles Quint, je vais y revenir dans un instant, hérite en fait de toute une série de possessions. Donc en fonction de si on s'intéresse à ses possessions dans la Belgique et les Pays-Bas actuels, il est prince en 1506, ou alors si on pense à ses possessions espagnoles, c'est en 1516 qu'il devient roi de Castille et d'Aragon. Et enfin, si on pense au Saint-Empire romain germanique, c'est en 1519 qu'il succède à son grand-père Maximilien. Et puis le dernier qui arrive sur la scène politique, c'est Soliman le Magnifique en 1520 sur le trône de l'Empire ottoman. Alors, ce qui caractérise ces 4 princes, Henri VIII, François Ier, Charles Quint et Soliman le Magnifique, c'est qu'ils sont jeunes et je dirais qu'ils ont la tranquille arrogance de la jeunesse qui est prête, enfin qui est décidée, plus encore que prête, qui est décidée à imposer son propre agenda et à bouleverser un petit peu la manière de gouverner, puisqu'ils ont le confort de la succession légitime. Ce que je veux dire par là, c'est que l'arrivée sur le trône d'aucun de ces 4 princes n'est contestée. Donc c'est le cas par exemple d'Henri VIII qui succède à son père Henri VII, c'est le cas de François Ier qui succède à son beau-père Louis XII. Donc, si Louis XII n'est pas le père de François Ier, il n'en reste pas moins que selon les règles très précises de la loi salique, François Ier est le successeur légitime de Louis XII, dès lors que Louis XII n'a pas de fils légitime qu'il aurait eu avec son épouse. Le cas de Charles Quint est un peu plus compliqué. Charles Quint perd son père en 1506 et sa mère est déclarée folle quelques années plus tard. Donc Charles Quint en fait va succéder à ses grands-parents, à ses 4 grands-parents. Et c'est ces grands mariages internationaux princiers de l'époque qui expliquent que Charles Quint va se retrouver à la tête de tous ces États. Alors il hérite d'abord de sa grand-mère paternelle.
donc le père de Charles Quint. Philippe le Beau meurt en 1506 et il était lui-même le fils de Marie de Bourgogne. Marie de Bourgogne étant la fille de Charles le Téméraire, le dernier duc de Bourgogne. Donc Charles Quint hérite en 1506 d'une partie des territoires de Marie de Bourgogne. Il hérite ensuite, à la mort de son grand-père Ferdinand d'Aragon, en fait, de sa mère, Jeanne, donc la mère de Charles Quint, surnommée Jeanne la Folle pour les raisons que j'évoquais il y a un instant. Eh bien, Jeanne la Folle ne va pas succéder à son père ni à sa mère, c'est son fils, Charles de Gand, le futur Charles Quint, qui va devenir roi d'Espagne, en fait roi des deux couronnes, la couronne de Castille, qui est donc la couronne d'Isabelle de Castille, et puis la couronne d'Aragon, qu'il hérite de son grand-père Ferdinand d'Aragon. Donc les parents de Jeanne la Folle, les grands-parents de Charles Quint, soit Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, vont conférer leur couronne à la mort de Ferdinand d'Aragon en 1516 à Charles Quint. Il reste un grand-père à Charles Quint. Ce grand-père, c'est Maximilien Ier, Maximilien d'Autriche, donc qui est l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et lorsqu'il meurt en 1519, Charles Quint est élu, puisque la dignité impériale est une dignité élective, ce n'est pas du tout comme le royaume de France, le royaume d'Angleterre ou les royaumes d'Aragon et de Castille, c'est une dignité qui est élective, et donc Charles Quint est élu empereur du Saint-Empire romain germanique en 1519. Et un an plus tard, dans l'Empire ottoman, Soliman, qui n'est pas encore le Magnifique, mais Soliman va succéder très naturellement à son père Sélim Ier. Alors, quand je disais que ces 4 lions sont des souverains extrêmement dynamiques, extrêmement ambitieux, extrêmement arrogants, il s'agit en aucune manière de dire que leurs prédécesseurs sont des souverains fades. Ce sont au contraire des souverains très intéressants. Ils ne sont pas du tout le sujet du livre, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas le sujet du livre qu'il faut les discréditer à tout prix. Mais je dirais qu'aussi bien Henri VII que Ferdinand d'Aragon et Maximilien Ier sont véritablement des souverains extrêmement intelligents, extrêmement pratiques, pragmatiques. Et donc en fait, ils vont les uns et les autres, y compris Louis XII d'ailleurs, qui est peut-être un peu plus fade que les autres, mais qui a une forme de gestion du royaume assez tranquille et notamment financièrement assez prudente, fait en fait que ces 4 princes, Henri VIII, François Ier, Charles Quint et Soliman le Magnifique, en plus de la légitimité, récupèrent des royaumes qui sont des royaumes assez riches, qui ont été assez bien gérés par leurs prédécesseurs. Ce qui est intéressant, et là on rentre vraiment dans le vif du sujet et dans le sujet de ce livre, c'est la manière dont ces princes vont gouverner leur royaume ou leur empire et la manière dont ils vont s'entourer. Et de ce point de vue-là, ce qui est assez intéressant, c'est de remarquer que chacun de ces 4 règnes peut être divisé en 3 phases successives, 3 phases qui vont se succéder, alors selon des chronologies qui sont évidemment un peu différentes, ne serait-ce que parce que ces princes n'arrivent pas sur le trône au même moment, mais on a 3 phases qui, dans cet ordre, se succèdent. La première phase, c'est une phase assez prudente, malgré tout, donc au cours de laquelle ces princes vont conserver comme principaux conseillers les principaux conseillers de leurs prédécesseurs. C'est-à-dire qu'ils n'innovent pas complètement, ils ne laissent pas de côté, il n'y a pas un renouvellement, si vous voulez, à l'américaine, comme on dirait aujourd'hui, où on va remplacer d'un seul coup tous les principaux ministres, les principaux conseillers, les principaux chefs des administrations. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et par exemple, Henri VIII, pendant les premières années de son règne, va conserver comme principaux conseillers un certain nombre d'individus, notamment William Warham, que vous avez ici en vignette, en petit, et puis le comte de Surrey, qui sont 2 des principaux conseillers d'Henri VII. La chose qu'il va faire tout de suite, ou quasiment tout de suite, c'est qu'il va faire monter en puissance un conseiller qui était déjà présent sous Henri VII, mais dans des positions un peu plus subalternes, et qui est Thomas Wolsey, futur archevêque d'York. C'est exactement la même chose que fait François Ier, en conservant par exemple le premier président au Parlement de Paris, qui servait déjà
Louis XII, mais dont il va faire son chancelier, en conservant Florimond Robertet, qui est secrétaire du roi de France depuis Charles VIII, et puis en mettant au premier plan Guillaume Gouffier, qui a été son gouverneur et dont il fait son principal ministre. Charles Quint va s'appuyer sur également celui qui a été son gouverneur. Charles Quint, lorsqu'il devient roi d'Espagne en 1516, il a 16 ans, hein, il est né en 1500, il est extrêmement jeune, donc il n'est pas très surprenant qu'il s'appuie sur cette figure paternelle qui est Chièvre, dont vous avez l'image ici, et qui va, je dirais, quasiment jusqu'à la mort de Chièvre, au tout début des années 1520, être le principal conseiller de Charles Quint, aussi bien pour les affaires des Flandres, on va dire, de Gand et de sa région, que pour les affaires espagnoles. Et de la même manière, Soliman le Magnifique conserve, lorsqu'il devient sultan, le principal vizir, le premier vizir de son père, Mehmed Pacha. Ça, c'est la première phase. Cette première phase, elle dure quelques années. Donc quelques années au cours desquelles, encore une fois, il n'y a pas de grand bouleversement. Il n'y a pas de grand bouleversement dans l'entourage, dans les entourages royaux, les entourages impériaux, où le nouveau venu, en fait, tâte un petit peu le terrain et s'appuie sur les gens qui savent. La seule chose, la seule nouveauté, c'est qu'ils font, notamment dans le cas d'Henri VIII et de François Ier, ils font monter en puissance des conseillers qui étaient déjà présents mais qui n'étaient pas au premier plan. Ça, c'est la première phase. À cette première phase va succéder partout une seconde phase qui voit l'élimination progressive, généralement pas violente, hein, mais l'élimination progressive des conseillers du père ou des conseillers du prédécesseur pour véritablement mettre dans l'entourage immédiat du prince un favori. Alors, je précise tout de suite parce que la notion de favori fait penser à la notion de favorite ou à la notion de favori sous Henri III, avec parfois donc une connotation sexuelle. En l'occurrence, ici, la notion de favori n'a aucune connotation sexuelle dans aucun des cas que j'évoque. Donc, le favori, c'est celui qui a la faveur du prince et qui a donc un surcroît d'autorité par le fait qu'il a été choisi par le prince pour l'aider à gouverner. On entre donc dans cette phase 2. Vous voyez que la plupart de ces princes commencent à choisir, réfléchir à l'image qu'ils veulent laisser d'eux-mêmes. Et donc cette phase 2, pour le coup, c'est le dernier arrivé, Soliman le Magnifique, qui le premier, le plus rapidement si vous voulez, va faire monter un individu, et cet individu c'est Ibrahim Pacha. Ibrahim Pacha, c'est il va devenir l'archi-favori de Soliman le Magnifique et il a un parcours assez original. Alors très original pour un Anglais, un Français ou un Espagnol, mais assez classique pour l'Empire ottoman. Le principe de recrutement d'Ibrahim Pacha, c'est un principe qui s'inscrit en fait dans une entreprise institutionnelle de renouvellement des élites ottomanes qui cherche précisément à trouver les meilleurs serviteurs possibles dans des territoires qui ne sont pas à proprement parler des territoires qu'on pourrait qualifier de turcs. Donc c'est notamment les Balkans, et c'est notamment l'Anatolie. Donc on a un phénomène qu'on appelle le devshirm, qui consiste littéralement, hein, le mot signifie moissonnage, hein, qui consiste à moissonner les jeunes garçons les plus brillants dans les quatre coins de l'Empire ottoman. Donc Ibrahim Pacha, en dépit du nom par lequel il est passé à la postérité, est au départ un fils de pêcheur de l'Épire. Donc c'est une région qui aujourd'hui est à la frontière entre la Grèce et l'Albanie, si vous voulez. Donc c'est un fils de pêcheur chrétien qui est donc prélevé dans l'institution du devshirm, qui est envoyé ensuite à Constantinople et qui là va recevoir une formation exceptionnelle. Et il faut savoir que donc ce phénomène du devshirm, qui a donné lieu à des institutions plus connues que d'autres, je pense notamment à celle des janissaires, hein, qui sont l'armée d'élite du sultan. Ces janissaires, donc, ces élites dont est issu Ibrahim Pacha, sont des élites qui reçoivent une formation exceptionnelle. Et si vous voulez, pour bien comprendre la formation d'Ibrahim Pacha, il faudrait imaginer un conseiller qui, en des termes contemporains, aurait à la fois fait les commandos marines,
l'ENA et qui serait agrégé de lettres classiques. C'est vraiment une formation exceptionnelle. On n'a pas l'équivalent dans les grandes monarchies occidentales de l'époque. Et Ibrahim Pacha, c'est dès le début de la décennie 1520, en 1523 au plus tard, qu'il devient visiblement, enfin qu'il est aux yeux des observateurs intérieurs ou extérieurs, qu'il est véritablement le principal conseiller de Soliman le Magnifique. Le deuxième principal favori, si vous voulez, parmi ces 4 princes qui émergent, c'est le grand maître, puis connétable Anne de Montmorency, dont le profil est totalement différent. Anne de Montmorency, bon, Anne étant un prénom aussi bien masculin que féminin à cette époque-là, Anne de Montmorency est issue d'une très vieille famille de la noblesse, même de l'aristocratie d'Île-de-France. Et qui a connu des connétables avant lui, et qui a été élevé avec François Ier à Amboise et à Blois. Donc c'est vraiment un compagnon d'enfance que François Ier va extraire de sa bande de compagnons d'enfance pour en faire son principal conseiller à partir de la fin de la décennie 1520. En Angleterre, je dirais, le principal conseiller qui s'impose ensuite est Thomas Cromwell. Thomas Cromwell, qui est d'ailleurs issu au départ de la maison de Thomas Wolsey, l'archevêque d'York dont je parlais tout à l'heure et qui était devenu chancelier, et va véritablement s'imposer pendant quasiment toute la décennie 1530 comme le principal conseiller d'Henri VIII. Le cas de Charles Quint est un peu différent puisque Charles Quint, à la différence de Soliman le Magnifique, François Ier et Henri VIII, est le seul qui ne va pas s'appuyer sur un seul homme. Et pour la partie espagnole, notamment pas qu'espagnole mais largement espagnole, il s'appuie sur 2 personnages qui sont Francisco de los Cobos, qui est secrétaire, le principal secrétaire de Charles Quint, et puis l'archevêque de Tolède, Juan Tavera. Et le choix de Charles Quint de ne pas mettre, je dirais, son destin entre les mains d'un seul homme explique peut-être la différence dans le passage de la phase 2 à la phase 3, la différence qu'on peut observer en Espagne. Effectivement, le point commun, à l'exception du cas espagnol, de tous ces hommes, de tous ces favoris, et de la manière dont se clôt cette phase 2, c'est la disgrâce éclatante de ces favoris. Et cette disgrâce éclatante nous amène à être très prudents, enfin, ou à ne pas faire de contresens plutôt sur cette notion de faveur que j'évoquais tout à l'heure, qui est vraiment une notion très importante qui traverse dans la France d'Ancien Régime, je dirais toute l'histoire de l'Ancien Régime à la fin du XVIIIe siècle. Et cette idée que la faveur, c'est le prince qui la donne, et que dès lors que c'est lui qui la donne, il peut retirer cette faveur quand il le souhaite. Et de ce point de vue-là, si je prends ces trois principaux favoris, eh bien, comment passe-t-on à la phase 3 ? D'abord par leur élimination. Donc Ibrahim Pacha est étranglé dans la chambre du sultan au printemps 1536. Thomas Cromwell ensuite est décapité le 31 juillet 1540 sur ordre d'Henri VIII, et de manière un peu moins sanglante mais politiquement tout aussi forte, François Ier retire sa faveur à Anne de Montmorency qui au mois de juin 1541 quitte la cour de France et n'y remettra plus les pieds jusqu'à la mort de François Ier. Donc il y a véritablement une mort politique, en l'occurrence, qui est extrêmement forte. Donc il n'y a pas mort tout court, mais il y a mort politique. Et dans le cas de Charles Quint n'a sans doute pas besoin d'éliminer de cette manière ses favoris parce qu'il n'y a jamais eu d'ambiguïté sur qui était le chef. Alors qu'il y a des bruits qui courent que le véritable maître de l'Angleterre, c'est Thomas Cromwell, le véritable maître de l'Empire ottoman, c'est Ibrahim Pacha, et que Anne de Montmorency, pour la France, n'en fait qu'à sa tête. Ça n'a jamais été le cas en Espagne, et donc Juan Tavera meurt en poste en 1545, tout comme Francisco de los Cobos, qui meurt en poste en 1547. Et donc on entre dans la phase 3, et la phase 3 en fait de ces 4 espaces politiques, c'est une phase au cours de laquelle les princes vont gouverner eux-mêmes. Ça ne veut pas dire évidemment qu'ils n'ont plus du tout de conseillers, on est bien d'accord, mais ça veut simplement dire que
ils n'ont plus un principal conseiller qui dépasserait de la tête et des épaules l'ensemble des autres conseillers. Ils reprennent véritablement la main, et donc après la phase un petit peu d'observation où ils conservaient les conseillers de leurs prédécesseurs, la phase où ils prennent la main en mettant un homme à eux, on entre dans une troisième phase au cours de laquelle ils dirigent beaucoup plus directement le pouvoir. D'ailleurs, ils travaillent un petit peu, là encore une fois, leur représentation. On a un nouveau portrait d'Henri VIII. Pas de nouveau portrait de François Ier qui a défini une fois pour toutes, à son retour de Pavie, l'image qu'il veut qu'on conserve de lui, et qui, de ce point de vue-là, d'ailleurs, en termes de communication politique, est très réussi, puisque je pense que, et c'est pas simplement parce que ceux qui m'écoutent, je pense, enfin vous qui m'écoutez, vous êtes sans doute français pour la plupart, et vous avez donc logiquement une image plus précise de François Ier que des autres, mais pour autant, je veux dire, en dehors du passage par l'école de la République qui vous a appris l'histoire de France, il y a un vrai talent de la part de François Ier pour définir une fois pour toutes l'image, le portrait qu'il veut qu'on conserve de lui. Donc Henri VIII commande de nouveaux portraits à Hans Holbein, François Ier conserve les siens, et Charles Quint commande des portraits absolument exceptionnels à Titien, notamment le Charles Quint à la bataille de Moulbert, qui est un portrait de 1548 et qui renvoie à tout le caractère déjà légendaire de cet empereur sur l'empire duquel le soleil ne se couchait jamais, et puis en même temps la solitude du pouvoir qui est représentée par ce chef de guerre qui est seul sur son cheval sans qu'aucun soldat ne soit représenté derrière lui. Et puis le deuxième image d'un Charles Quint, portrait réalisé toujours par Titien la même année 1548, qui montre aussi la modernité de ce prince, qui était également un prince de dossier, qui donc était capable de véritablement administrer son empire immense, notamment en traitant les dossiers, en lisant les dossiers, en lisant la correspondance. Voilà ce que je voulais dire sur les trois phases et puis trois rapports, on va dire, un petit peu différents du prince à ses conseillers au cours de son règne, sachant encore une fois que le point commun entre les trois phases, c'est que toujours le prince dirige véritablement à la main sur les affaires, que le conseiller soit très visible comme dans la phase 2 avec un favori, ou que le conseiller soit beaucoup moins visible comme dans la phase 3. Ce livre s'intéresse aux hommes et aux femmes de pouvoir. Il y a beaucoup moins de femmes de pouvoir dans une société très masculine, évidemment, comme l'est la société du XVIe siècle, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont tout à fait remarquables et je voudrais les évoquer. La première, c'est Louise de Savoie. Louise de Savoie, qui est la mère de François Ier, et cette mère de François Ier a cette caractéristique de former avec son fils pendant au moins les 10 premières années du règne, mais pas loin des 15 premières années du règne, jusqu'à sa mort en 1531, Louise de Savoie a cette particularité de former quasiment une sorte de diarchie, c'est-à-dire de pouvoir à deux avec François Ier. Et on a même des miniatures sur lesquelles François Ier est représenté assis sur le trône de France avec sa mère, Louise de Savoie, à côté de lui. Donc Louise de Savoie, sa grande caractéristique, on va dire, c'est que c'est elle qui a façonné le pouvoir de son fils. D'abord, c'est elle qui l'a formé comme enfant, c'est elle qui était certaine, elle l'écrit dans son journal, que son fils finirait roi de France. Alors encore une fois, il était sur la liste de succession à bonne place, mais lorsqu'il naît en 1494, il y a un roi de France. Ce roi de France, il s'appelle Charles VIII. Donc Charles VIII peut avoir des enfants, et parmi ses enfants peut avoir un fils qui pourra lui succéder. Si jamais Charles VIII meurt sans fils, eh bien ça veut dire que ça ne serait pas le jeune François d'Angoulême, le fils de Louise de Savoie, qui lui succéderait, ce serait, et ce sera historiquement, Louis d'Orléans. Donc Louis d'Orléans, pour que son successeur soit François Ier, il faut qu'il meure sans héritier mâle survivant. Donc lorsque Louise de Savoie est convaincue que son fils,
qui figure en bonne place sur la liste de succession royale, deviendra roi de France, ça veut dire qu'elle considère que Charles VIII mourra sans avoir eu un fils et que son successeur, Louis d'Orléans, mourra sans avoir eu un fils. C'est pas impossible, l'histoire l'a montré, mais c'est loin d'être certain. Ce que je veux dire par là, c'est que Louise de Savoie a élevé François Ier, a éduqué François Ier avec l'idée qu'il serait un jour roi de France. Donc, en termes de formation politique, de formation intellectuelle, François Ier est de ce point de vue-là, lorsqu'il devient roi de France à 20 ans, un roi qui est préparé, je dirais intellectuellement, mais peut-être encore plus psychologiquement, il est préparé à l'idée qu'il va devenir roi de France un jour. Et ensuite, ce qui va être absolument primordial dans ce que va faire Louise de Savoie, c'est qu'elle va choisir l'entourage de son fils et que notamment elle va choisir ses conseillers. Et c'est elle qui va faire deux choses que j'évoquais tout à l'heure brièvement dans le choix des conseillers. C'est d'abord maintenir les hommes de sa génération à elle, Louise de Savoie, les hommes qui étaient déjà au service de Louis XII, parfois déjà au service de Charles VIII. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas un grand nettoyage, elle conserve des hommes qui sont au courant des dossiers et elle fait monter en puissance des hommes de second plan, comme le premier président au Parlement de Paris, Antoine Duprat, dont elle fait le chancelier de son fils François Ier. Donc ça, c'est la première chose qu'elle fait de tout à fait remarquable. Et la deuxième chose qu'elle va faire de tout à fait remarquable, c'est qu'elle va veiller sur le royaume de France pendant les absences de son fils. Une première fois en 1515, lorsque François Ier part en Italie, où il va remporter la victoire de Marignan, et une deuxième fois en 1525, lorsque François Ier part en Italie, perd la désastreuse défaite de Pavie et se retrouve prisonnier de Charles Quint en Espagne. Donc là, Louise de Savoie va devoir gérer un royaume qui est un royaume menacé de l'extérieur et qui est un royaume qui est étété. Alors étété provisoirement, c'est-à-dire qu'il n'a plus sa tête naturelle qui est le roi de France, mais dans un contexte de crise comme ça, c'est évidemment le contexte dont profitent tous les ennemis d'un pouvoir fort pour redresser la tête. Et de ce point de vue-là, dans les lendemains de Pavie, on assiste à je dirais une alliance un peu étrange entre les deux principaux ennemis de la monarchie absolue, qui sont d'une part les princes du sang, qui considèrent que le roi de France, pendant les décennies et les siècles qui ont passé, ont abaissé le rôle des princes du sang, ou même de l'aristocratie au-delà des princes du sang. Et puis, à l'inverse, une puissance montante qui est la puissance des parlements, qui, comme toute institution qui est créée par un pouvoir, porte en elle, dès le départ, un gène d'autonomie qui l'amène progressivement à contester, je dirais, les limites de son pouvoir. Et donc, le Parlement de Paris, aidé d'autres parlements, mais c'est surtout le Parlement de Paris, entend essayer d'obtenir un pouvoir politique, alors que ce Parlement a surtout un pouvoir de justice. Et donc on a une espèce d'alliance de la carpe et du lapin entre, je dirais, les héritiers les plus arrogants qui soient, qui sont les héritiers de l'aristocratie et des princes du sang, et puis les nouveaux venus, qui sont cette institution de la noblesse de robe. Et face à cette double opposition, qui veut la tête de Louise de Savoie pour pousser ses pions, eh bien Louise de Savoie va gérer les choses avec un mélange, je dirais, de très grande fermeté et quelque part, elle ne négocie pas. Et notamment, c'est le cas le Parlement de Paris pousse Charles de Bourbon, duc de Vendôme, pour demander à Louise de Savoie quasiment lui demander sa place. Et à l'époque, Charles de Bourbon-Vendôme, qui n'a pas participé à Pavie, qui s'est vu confier la défense du nord du royaume, qui est lieutenant général du royaume, eh bien Louise de Savoie répond à Charles de Vendôme, en gros elle entend bien ce qu'il lui dit, mais qu'elle ne lâchera rien, mais qu'en revanche, elle s'interroge pour la charge de lieutenant général du royaume, et elle n'est pas absolument certaine que ce soit bien à Charles de Vendôme qu'il faille la confier. Et donc, Charles de Bourbon-Vendôme, qui a tenté quelque chose, mais sans doute
qu'il n'avait pas véritablement l'envie. Vous savez, c'est un peu dans le jeu politique, parfois, on a des individus proéminents qui sont poussés par des personnes qui tirent un peu les ficelles par derrière. Là, en l'occurrence, c'est sans doute ce qui arrive à Charles de Bourbon-Vendôme, et il va un petit peu à reculons pour réclamer un pouvoir dont il n'a pas vraiment envie. Et face à la fermeté de Louise de Savoie, il recule. D'une certaine manière, hein, il a franchi la ligne rouge, il s'est approché de l'eau, il a mis le pied dans l'eau, il a dit « c'est froid », il est reculé, et puis il est retourné chez lui dans le nord du royaume. Donc, à la fin de cet affrontement, Louise de Savoie n'a lâché sur rien, et lorsque François Ier revient dans le royaume de France quelques mois plus tard, eh bien, il peut récupérer son trône très largement, je dirais, qui n'est pas du tout aussi contesté qu'il aurait pu l'être. Donc, Louise de Savoie, j'en ai parlé 3 minutes, on pourrait en parler beaucoup plus. C'est vraiment un personnage qui est extrêmement intéressant. Il y a une deuxième femme qui est à peu près de sa génération, qui est extrêmement intéressante également, c'est Marguerite d'Autriche. Marguerite d'Autriche, c'est la tante de Charles Quint et c'est la première femme que Charles Quint va utilisé en fait pour administrer certains de ces territoires. C'est-à-dire que le grand défi de Charles Quint, qui donc a récupéré les domaines qui lui venaient de son père et de sa grand-mère des Flandres, une bonne partie de la Belgique et des Pays-Bas actuels, qui règne sur le Saint-Empire romain germanique, qui se bat pour récupérer le duché de Milan, qui exerce son autorité sur le royaume de Naples, sur la Castille, sur l'Aragon, et puis progressivement, au fur et à mesure que son règne avance, qui a des territoires à l'autre bout du monde, à la suite de la conquête de l'empire aztèque par Cortés, puis de l'empire inca par Pizarro. Le grand défi de Charles Quint, c'est sur qui est-ce que je peux m'appuyer, en qui je puisse avoir une parfaite confiance pour administrer ces domaines parmi lesquels je ne peux pas être, en raison de la complexité des transports et la difficulté des transports de l'époque. Charles Quint ne peut pas être au même moment, ou ne peut pas être même, je dirais, dans des temps assez courts, à la fois en Espagne, dans l'Empire, à Naples et à Gand, par exemple. Eh bien, il va s'appuyer sur les membres de sa famille. Et les membres de sa famille, ce sont aussi bien son frère, par exemple, dans l'Empire, que les femmes de sa famille, sa femme, Isabelle de Portugal, mais également ses tantes et sœurs. Et Marguerite d'Autriche, de ce point de vue-là, se voit confier, c'est elle qui est la régente des Pays-Bas. Et après sa mort, la régente des Pays-Bas sera Marie de Hongrie, la propre sœur de Charles Quint. Et on a d'ailleurs conservé des correspondances qui sont assez émouvantes, parce que c'est des correspondances qui sont à la fois très politiques, c'est-à-dire qu'on traite les dossiers, mais qui sont des correspondances où, en dépit de quelques formules de politesse attendues de Marie de Hongrie à l'égard de son frère empereur, sont des correspondances d'un frère et de sa sœur. Donc ils se parlent avec une très grande simplicité, une très grande honnêteté, et qui donne véritablement une porte d'entrée sur l'administration de l'empire de Charles Quint qui est tout à fait fascinante. Donc à côté de Louise de Savoie, deux femmes tout à fait je dirais passionnantes que sont Marguerite d'Autriche et puis la génération d'après, Marie de Hongrie. Alors, je voudrais maintenant dire quelques mots de femmes qui sont, à mon sens, tout aussi intéressantes, mais qui ont un statut qui, au départ, est un statut qui n'est pas légitime. Lorsqu'on est la mère du roi, on a un statut légitime. Lorsqu'on est la tante du roi, la tante de l'empereur, la sœur de l'empereur, Marie de Hongrie s'appelle de Hongrie parce qu'elle a épousé le roi de Hongrie, donc on est la sœur de l'empereur et la veuve du roi de Hongrie. Vous voyez, la légitimité familialo-institutionnelle n'est pas discutable. Mais on a d'autres femmes qui sont très intéressantes et qui sont, pas toutes, mais certaines maîtresses royales. C'est le cas de la duchesse d'Étampes, qui est la maîtresse officielle de François Ier pendant près de 20 ans. Entre la fin de la décennie 1520, elle apparaît sans doute dans l'entourage de François Ier vers 1526, et elle restera la maîtresse officielle de François Ier jusqu'à la mort de François Ier en 1547. Et ce qui est très intéressant, c'est que la duchesse d'Étampes essaye d'avoir un rôle politique. Et ce qui est très intéressant également,
c'est qu'elle le fait d'une manière qui est assez, je dirais, enfin, elle échoue en fait, je dirais, et que son échec nous enseigne pas mal de choses sur la nature de l'État à cette époque-là. On connaît les tentatives de jouer un rôle politique de la duchesse d'Étampes par les ambassadeurs étrangers et qui ont un rapport, qui rédige des rapports extrêmement durs à l'égard de la duchesse en expliquant que, en gros, il faut imaginer tous les relents de misogynie de l'époque. Donc, qui n'a pas forcément totalement disparu aujourd'hui, mais là, en tout cas, c'est sans filtre et c'est dit très directement. Donc, c'est une femme. Donc, comme c'est une femme, elle est très facilement corruptible, elle est capricieuse et elle ne comprend rien à rien. Et ce qui est assez amusant, c'est que très souvent, dans ces rapports des ambassadeurs, du nonce pontifical, de l'ambassadeur, de l'empereur, etc., eh bien, si vous lisez bien ce qu'ils disent, c'est qu'on peut comprendre exactement à l'inverse les dénonciations qu'ils formulent sur la duchesse, à l'encontre de la duchesse d'Étampes. C'est-à-dire que si on lit ce qu'ils racontent, eh bien, ça dit exactement le contraire de la leçon qu'ils tirent. La leçon qu'ils tirent, en fait, c'est l'idée que François Ier est aux mains d'une femme et que donc c'est un roi qui ne mérite pas d'être roi. Mais je vais prendre un exemple parmi d'autres qui est tout à fait révélateur. Le nonce pontifical évoque les réticences de la duchesse d'Étampes au projet de mariage entre le fils de François Ier et Catherine de Médicis, la nièce du pape. Et la duchesse d'Étampes, le nonce nous raconte ça en se gaussant, en disant « mais vraiment, cette pauvre femme n'a rien compris à rien ». La duchesse d'Étampes dit « mais ce projet de mariage est assez ridicule puisque Catherine de Médicis est donc apparentée à Clément VII, le pape Clément VII, dont on voit bien par son âge, etc., qu'il est en fin de mandat, c'est-à-dire qu'il va bientôt mourir et que un nouveau pape va lui succéder ». Et ce que dit la duchesse d'Étampes, elle dit autant il est judicieux d'organiser un mariage avec la nièce d'un pape lorsque ce pape est en début de mandat, qu'il est jeune et en bonne santé, autant dès lors que l'on sait que chaque nouveau pape n'a d'autre priorité que d'éliminer méthodiquement tous les personnages qui ont été placés par son prédécesseur, s'associer à une famille, à la famille d'un pape régnant qui est en fin de mandat, n'a politiquement aucun sens. Et donc le nonce pontifical rapporte ça en rigolant. Sauf qu'il a parfaitement raison. Évidemment que ce n'est pas très pertinent. Enfin, la pertinence politique d'une alliance avec la nièce d'un pape qui va bientôt mourir n'a pas un grand intérêt politique. Donc, ce qui caractérise en fait, je dirais, le rôle politique de la duchesse d'Étampes, c'est premièrement, je dirais, une grande finesse d'analyse. Ça, c'est quelque chose de très clair. C'est deuxièmement, contrairement aux accusations de caprice de la duchesse d'Étampes, deuxièmement, une très grande cohérence, c'est-à-dire qu'elle a une ligne et elle tient sa ligne. Et sa ligne, c'est une ligne politico-religieuse. La duchesse d'Étampes est séduite par la réforme protestante et sa ligne politique, c'est d'essayer de se rapprocher des princes protestants allemands réunis dans la Ligue de Smalkalde, avec l'idée que non seulement ça servira à ses convictions religieuses, mais qu'en plus, ça permettra d'entretenir la blessure au sein de la plaie, au sein de l'empire de Charles Quint, à savoir la division dans le Saint-Empire germanique entre un empereur catholique et puis des princes protestants allemands qui se battent contre lui. Donc c'est une politique cohérente d'abord parce qu'elle ne change pas d'avis, contrairement à ce qu'on dit. Et deuxièmement, c'est une politique qui, d'un point de vue géopolitique, se défend. L'idée qu'on va encourager l'opposition des ennemis de ses ennemis, avec cette idée que moins et moins ça fait plus, et que donc il faut se rapprocher des ennemis, du grand ennemi de François Ier qui est Charles Quint. Et le troisième élément à retenir, c'est qu'elle échoue complètement. C'est-à-dire qu'elle ne parvient pas, elle essaye, elle envoie des ambassadeurs à elle en Allemagne, mais elle n'a aucune influence. Et ce que nous révèle son impuissance politique, c'est le fait qu'on a déjà affaire à un État bureaucratique. C'est-à-dire qu'on a déjà affaire à un État dans lequel la faveur personnelle, en tant que maîtresse du roi, elle a la faveur du roi, mais la faveur personnelle ne peut rien
si elle n'est pas prolongée par la maîtrise, on va dire, des chaînes de décision et notamment la maîtrise bureaucratique. Donc de ce point de vue-là, son impuissance, donc si je balaye, enfin je montre dans un premier temps les erreurs d'analyse des opposants à la duchesse d'Étampes, elle n'est pas idiote en 1. Enfin, elle est intelligente en 1, disons les choses positivement, elle est intelligente en 1, elle est cohérente en 2 et elle propose en 2' une politique, si vous voulez, pertinente, mais en 3, elle est politiquement totalement impuissante parce qu'elle ne maîtrise pas l'appareil d'État. Et très rapidement, c'est exactement la même chose sur Anne Boleyn. Anne Boleyn a une différence avec la duchesse d'Étampes, c'est que de maîtresse royale, elle devient femme de roi, mais de la même manière, elle ne parvient pas à jouer un rôle politique, avec dans son cas particulier le fait également qu'elle a eu beaucoup moins de temps, puisque pour le coup les caprices d'Henri VIII font qu'elle perd la vie au bout de quelques années seulement, et donc elle n'a pas 20 ans pour essayer de défendre une politique. Et de ce point de vue-là, peut-être que la seule épouse impériale qui va véritablement réussir à jouer un rôle, c'est Roxelane, la concubine puis épouse de Soliman le Magnifique. Alors je précise tout de suite que autant les 5 autres portraits sont des portraits qui sont faits sur pièce, autant le 6e portrait de Roxelane, on n'a aucune idée de la tête de Roxelane, c'est un portrait très, très postérieur, mais que j'ai mis là pour illustrer mon propos. Voilà, on ne sait pas à quoi elle ressemblait, si ce n'est sans doute qu'elle était rousse, d'où son surnom de Roxelane. Elle, Roxelane, joue un rôle très important. Elle parvient en fait à jouer un rôle institutionnel. Et ce rôle institutionnel qu'elle parvient à jouer, c'est quelque chose de très nouveau dans l'Empire ottoman, c'est le rôle de la mère de l'héritier. Jusque-là, on avait un peu l'idée très souvent que dès qu'une concubine avait un fils, elle était envoyée au loin pour éviter des conflits précisément entre concubines qui avaient donné un fils au sultan. Là, elle met en place une institution qu'on appelle la validée sultane, qui sera très importante à la fin du XVIe encore au XVIIe siècle, qui est le rôle un peu pivot de la mère du sultan, pas de la mère du fils du sultan, qui va former le fils du sultan pour l'aider éventuellement à bien succéder à son père. Je voudrais terminer ce rapide condensé de mon livre en évoquant les affrontements entre les courtisans, puisque on se retrouve avec 2 catégories de courtisans, de conseillers dans les entourages princiers, des conseillers qui sont des héritiers, des fils d'eux, petits-fils d'eux, donc en gros des nobles d'épée, et puis une autre catégorie qui sont des techniciens qui sont là pour leurs compétences. Et quels que soient ces royaumes, on a des affrontements très nombreux. Prends l'exemple de Jean du Bellay, qui est un cardinal, enfin un prélat, cardinal, évêque de Paris, et qui a des affrontements très nombreux avec Antoine Duprat, le chancelier Antoine Duprat dont je parlais tout à l'heure. Et c'est pas tellement la nature de ces affrontements, parce que des affrontements dans les cercles du pouvoir, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Ce qui est intéressant, c'est de voir que là, il y a une dimension sociale en fait, dans cet affrontement. Et c'est clairement le chancelier Antoine Duprat qui a la primeur, c'est lui qui commande. Et Jean du Bellay, qui est un évêque, mais issu de la gentilhommerie moyenne, vit très mal en fait le fait de recevoir des ordres d'un homme de loi qui est issu du Massif central. Et donc, sans rentrer dans les détails de l'affrontement entre les 2 hommes, ce qui est intéressant dans la correspondance de Du Bellay, c'est voir tout le mépris social. Il appelle Antoine Duprat Saint-Antoine, il le renvoie à toutes les herbes de la Limagne, donc vous voyez, au nord du Massif central. Alors, voilà. Lui, c'est on va dire un gentilhomme de la vallée des Rois, il a été élevé pas loin de la vallée de la Loire, sa famille fréquente le pouvoir royal depuis au moins 1 siècle et demi lorsqu'il arrive aux affaires. Antoine Duprat, lui, c'est la lente montée en puissance d'une famille de juristes du Massif central, et donc Jean du Bellay le méprise. On a la même chose en Espagne. Je prends un exemple qui concerne des hommes dont j'ai parlé, notamment Francisco de los Cobos, mais par ricochet, puisque Francisco de los Cobos meurt en 1547. Il meurt alors qu'il est devenu extrêmement riche, extrêmement puissant, etc. Et donc sa famille est devenue une famille très puissante.
dans les années 1570, son petit-fils épouse, donc le petit-fils de Los Cobos, épouse Ana Félix de Guzmán, qui est à la fois la fille du comte d'Olivares, la sœur du comte d'Olivares et la tante du futur grand comte d'Olivares, qui est le valido, le principal ministre du roi d'Espagne dans la première moitié du XVIIe siècle. Et donc dans ce mariage qui, je dirais, si on le regarde d'assez loin, on voit vraiment le mariage, l'union en fait de deux grandes familles extrêmement puissantes. Eh bien, à ce mariage, Diego de Mendoza, qui est un des membres d'une grande famille aristocratique espagnole, se rend à ce mariage et avec sur son chapeau, non pas des plumes d'oiseaux magnifiques qui feraient très beau sur son chapeau, mais avec des plumes beaucoup plus fines de scribe. Avec comme idée très simple de dire je vais assister au mariage d'une jeune fille qui est issue d'une des plus puissantes familles d'Espagne et qui s'associe à une famille qui est une famille de scribes au départ. Qui est une famille, alors même si c'est le premier d'entre eux, même s'il est richissime, extrêmement puissant, qu'il a fait de sa famille une famille très puissante, ce que dit Diego de Mendoza, c'est c'est une petite famille d'extraction modeste récente. En gros, il y a moins de 100 ans, ces hommes étaient modestes. Ce n'est pas parce qu'il y a 23 ans est mort un homme qui avait fait une très belle carrière que ça change grand-chose. Et il y a un mépris social qui est exprimé de cette manière-là. Et donc je terminerai par un dernier exemple relativement rapide qui est cet affrontement entre Thomas Cromwell dont je parlais tout à l'heure et puis Thomas Howard, vous en rappelez peut-être, qui est le fils du comte de Surrey dont je parlais au tout début de la phase 1 du règne d'Henri VIII. Ces deux portraits sont réalisés par Hans Holbein. Le portrait de Thomas Cromwell nous dit des choses très intéressantes et notamment nous dit que Thomas Cromwell ambitionne, et on le voit bien sur les détails de la table ici, qu'il ambitionne d'être à la fois un serviteur, je dirais, technicien, et du roi, et en même temps un membre de la maison du roi, donc comparable, si vous voulez, aux héritiers, aux nobles d'épée. Donc on voit ici les symboles de son pouvoir de scribe, la plume, il faut s'imaginer donc le Diego de Mendoza avec une plume comme ça dans son chapeau, et pas une plume de pan, les ciseaux, et puis vous voyez ici sans doute un petit sac qui contient le sceau par lequel Thomas Cromwell va sceller les ordres du roi. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'il y a écrit sur cette lettre. Donc si je grossis un peu la lettre, que je la tourne, vous voyez, on peut lire « To our trustee », donc celui en qui nous avons confiance, « and right well beloved counselor », vous voyez, notre conseiller, Thomas Cromwell, W-E-2-L ici, Meister, M-A-I-S, les très grands S de l'époque, Meister, of or, un O et un R en exposant, of our jewel house. Donc qu'est-ce que disent les quelques mots qui sont écrits sur cette lettre? Ils nous disent que Thomas Cromwell, c'est une lettre qui lui est adressée par Henri VIII, et Henri VIII s'adresse à lui comme à la fois celui en qui il a parfaitement confiance comme conseiller, et on a vu le ciseau, on a vu les ciseaux, on a vu la plume, etc. Mais il dit également qu'il est maître des joyaux. Alors qu'est-ce que c'est que la maîtrise des joyaux? C'est un tout petit office de la maison royale. Et de ce point de vue-là, ce qu'entend dire Thomas Cromwell, c'est qu'il est certes un bureaucrate, mais il est également un domestique. Un domestique au sens noble du terme, c'est-à-dire celui qui appartient à la domus. La domus, c'est la maison, donc à la domus royale. Et de ce point de vue-là, il joue sur deux tableaux, le tableau du bureaucrate et le tableau du domestique, qui est très différent du tableau sur lequel joue Thomas Howard, qui lui est fils d'eux, petit-fils d'eux, et qui dans le portrait qu'il commande à Hans Holbein, se fait représenter avec le bâton d'or d'Earl Marshall, qui est un grand office de la couronne, le bâton de trésorier, le collier de chevalier de la Jarretière, qui renvoie au fait qu'il appartient à l'élite de la société anglaise, à cet ordre de chevalerie extrêmement prestigieux qu'est l'ordre de la Jarretière, et puis, que vous voyez ici en détail, avec le motto de l'ordre de Jarretière, « Honi soit qui mal y pense », écrit en français, et puis donc un manteau extrêmement précieux de soie, d'hermine, etc., qui est un cadeau d'Henri VIII à Thomas Howard.
Pour comprendre ce qui oppose ce nouveau venu qu'est Thomas Cromwell dont le père était brasseur de bière et aubergiste à Putney, Putney près de Wimbledon, si vous voulez, aujourd'hui, au sud-ouest de Londres. Donc ce qui oppose un fils d'aubergiste et puis un fils de magnat, un fils de très grand aristocrate, et la manière dont ce très grand aristocrate voit très mal la puissance de Thomas Cromwell, eh bien, j'ai résumé, voyez, en un organigramme très rapide, avec le roi, le pouvoir exécutif, législatif, et puis les trois râteaux inférieurs de ses principales caractéristiques. Si j'oppose Cromwell à Thomas Howard, en rouge, vous avez les offices détenus par Howard, et en vert, les offices détenus par Thomas Cromwell. Et donc vous voyez, si vous regardez ce tableau, que sur les offices les plus prestigieux, les offices d'État, Cromwell en a un comme Thomas Howard, que sur les offices de finance, ici, Cromwell en a comme Thomas Howard, mais que sur les offices très importants de Lord Privy Seal, qui est l'équivalent de vice-chancelier ou de secrétaire d'État, eh bien, là où Cromwell est présent et dirige l'exécutif, eh bien, le fils du duc de Norfolk, lui-même duc de Norfolk, n'exerce pas de pouvoir politique. Et si je retrace l'ascension de Thomas Cromwell, il est chancelier de l'Échiquier en 1533, secrétaire d'État en 1534, il obtient un office de finance très important en 1536, anobli la même année en 1536, Lord Privy Seal, c'est-à-dire vice-chancelier en 1536, chevalier de la Jarretière. On a donc un fils d'aubergiste qui est fait chevalier de la Jarretière. C'est-à-dire que là, il franchit vraiment une ligne rouge. Principal secrétaire en 1540. Lord Great Chamberlain, le grand chambellan, en 1540. Il franchit une deuxième ligne rouge, c'est-à-dire un grand office de la couronne, qui sont des offices pour l'aristocratie la plus vieille du royaume. Et puis comte d'Essex, c'est-à-dire qu'il monte encore d'un cran dans l'ascension sociale. Et donc, si je résume, on a un Thomas Cromwell. Je le redis, c'est pas moi qui parle, c'est l'esprit de Thomas Howard, duc de Norfolk, un fils d'aubergiste qui est en train de se transformer, une espèce de conversion sociale, et qui est en train de devenir une espèce de Thomas Cromwell. C'est-à-dire qu'il est en train de complètement changer de nature. Et de ce point de vue-là, c'est inacceptable pour Thomas Howard. Et donc, dans cet affrontement entre le duc de Norfolk et le secrétaire, il y a certainement un affrontement avec des différences de positionnement politique. Pour faire simple, Howard est un catholique conservateur qui est réticent à l'ouverture vers la réforme qui est voulu par Henri VIII et qui va déboucher quelques années plus tard sur l'anglicanisme. Thomas Cromwell, lui, est favorable, pour des raisons sans doute religieuses, mais également géopolitiques, un peu comme la duchesse d'Étampes, à un rapprochement avec les protestants allemands. Donc on a un affrontement idéologique entre les deux, mais cet affrontement, il dure depuis 10 ans. La vraie rupture, c'est une rupture sociale. C'est lorsque Thomas Cromwell monte trop haut. Il y a cette idée que la société est voulue par Dieu en son état et qu'une trop grande ascension sociale est inacceptable. En tout cas, inacceptable de la part du duc de Norfolk. Et donc, c'est de cette manière-là que, je dirais, cette dimension sociale, cette dimension d'affrontement entre héritiers et hommes nouveaux, entre ceux qui sont en place et dont les ancêtres étaient déjà en place, et ceux qui sont là pour leur propre mérite, ça se traduit par des tensions, et des tensions qui dégénèrent lorsque celui qui arrive, alors qu'il n'a pas d'ancêtre qui était là, monte trop haut. Alors en conclusion de tout ce que je viens de dire, je voudrais retenir 4 choses et reformuler certaines choses. Première chose, c'est cette idée que cette monarchie, que ce soit la monarchie d'Angleterre, d'Espagne ou de France, c'est une monarchie qui s'appuie sur ses conseillers. C'est cette dimension que je veux évoquer en conclusion, que la monarchie est bien sûr une monarchie qui tend vers l'absolu. Toutes ces monarchies tendent vers l'absolu, quelles que soient, je dirais, les variantes régionales, mais ces monarchies n'ont pas les moyens, en fait, concrètement de l'absolutisme, et donc c'est une monarchie qui fonctionne par le dialogue, et donc par le dialogue avec les élites, et qui
une des monarchies qui sont relativement prudentes, notamment sur le pouvoir d'alchimiste social que peut être celui du prince. Et lorsqu'il va trop loin, on peut considérer que Henri VIII a peut-être été trop loin dans la promotion de Thomas Cromwell, eh bien, il y a comme une sanction pour revenir à un ordre précédent et avec une disgrâce de Thomas Cromwell. Donc ces monarchies tendent vers l'absolutisme, mais discutent avec leurs conseillers et ne peuvent pas tout faire. La deuxième chose, c'est que si elles ne peuvent pas tout faire, c'est que ces monarchies ne disposent pas de centaines de milliers de serviteurs, voire de millions de serviteurs, comme en disposent par exemple nos États modernes. Si je reprends la France, l'Angleterre et l'Espagne, chacun de ces pays aujourd'hui dispose de plusieurs millions de fonctionnaires qui font respecter le pouvoir de l'État. Là, on en est à quelques milliers à cette époque-là. Et de ce point de vue-là, ces conseillers des entourages royaux jouent le rôle de point de contact entre le pouvoir central et les périphéries du royaume. Et je n'avais pas le temps de développer cette idée-là, mais si on faisait une carte des origines géographiques de ces principaux conseillers dont je vous ai parlé, ils viennent tous, dans les 3 royaumes, ils viennent des 4 coins du royaume. Il y a vraiment cette idée que l'entourage royal doit faire remonter au prince la rumeur du royaume et que le prince va ensuite les utiliser pour faire redescendre vers le royaume les décisions du pouvoir central. Et de ce point de vue-là, cette question du dialogue, des corps intermédiaires, dirait-on aujourd'hui, est quelque chose d'essentiel. Aussi puissant veuille être un pouvoir central, il a toujours besoin d'intermédiaires et il ne peut pas de toute manière gouverner sans ces intermédiaires. Parce que ces intermédiaires sont ceux qui vont lui dire voilà la température du royaume et c'est eux qui pourront faire appliquer les décisions du pouvoir central. Donc de ce point de vue-là, on retombe sur mon point 1 qui sont ces monarchies de l'équilibre et du consensus. Je ne suis pas en train de dire que nos démocraties de 2021 sont la même chose que les États royaux, princiers, impériaux du XVIe siècle, mais le principe, si on veut que ça fonctionne, est le même. Il ne peut jamais y avoir un pouvoir trop centralisé. L'autre élément, c'est quelque chose d'intéressant sur un phénomène qui est en train de se passer au XVIe siècle, qui est la mutation d'un État qui, au départ, est un État très domestique, c'est-à-dire que le prince s'appuie sous Hugues Capet ou ses contemporains essentiellement sur des guerriers qui appartiennent à sa maison. L'État aujourd'hui s'appuie essentiellement sur des techniciens qui connaissent leur dossier. Et donc on a une mutation d'un État domestique à un État bureaucratique avec des périodes d'accélération, des périodes de mutation, dirait-on aujourd'hui. Donc l'ADN de l'État est en train de muter au XVIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que coexiste, on va dire, l'originel qui est le domestique et puis aujourd'hui on dirait le variant bureaucratique. Voilà. Et progressivement le variant bureaucratique va détruire la dimension domestique. Mais là, ce qui est intéressant, c'est la coexistence entre le domestique et le variant bureaucratique. Et puis le dernier élément, et c'est ça la principale différence, si vous voulez, entre les systèmes politiques du XVIe siècle et aujourd'hui, c'est que ce qu'on observe avec notamment cette montée en puissance de la bureaucratie, c'est une institutionnalisation du pouvoir. On a des institutions qui soit se mettent en place, soit existaient déjà parfois depuis un petit moment, mais se renforcent. Ce sont les chambres des comptes, ce sont les parlements, ce sont les chancelleries, ce sont tous les officiers de province, etc. Donc on a affaire à une institutionnalisation du pouvoir, y compris de son sommet avec le conseil du prince. Donc institutionnalisation du pouvoir, mais cette institutionnalisation, fonctionne dans un cadre où on ne peut rien faire si on n'a pas l'aval du prince. Et donc c'est quelque chose d'assez paradoxal et qui va d'ailleurs progressivement se traduire par l'affaiblissement au cours des siècles qui vont suivre du pouvoir du prince, qui dépendra de plus en plus de la machine institutionnelle. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, sur ce qui se met en place à cette époque-là, c'est la coexistence, de même qu'on a un système bureaucratique et un système domestique, la coexistence d'une institutionnalisation de l'État, d'un État qui devient de plus en plus abstrait, mais dans un système politique dans lequel on ne peut rien faire si on n'a pas l'aval d'un seul homme, qui est le roi.
Voilà ce que je voulais vous dire pour résumer en un peu plus de 3 quarts d'heure ce livre, donc dans la Cour des Lions. Et je vous remercie encore une fois de votre invitation.